Bonsoir, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonsoir l'ami, je suis dans un bar avec quelques potes et on souhaitait se faire un film ou une saga après, que ce soit quelque chose de triste ou une comédie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour ce soir, je peux vous conseiller une compilation de nos mentions honorables d'exception. Un grand cru touchant tous les genres. Okidoki, merci l'ami. Bon bah on part là-dessus. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le podcast Enfants du cinéma. Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfants du cinéma, non pas hors série, puisque le hors série, vous l'avez eu, c'était centré sur la trilogie Jurassic Park accompagnée de Spherox. Aujourd'hui, c'est un épisode en série, ce qui veut dire que je suis de retour, bien évidemment, mais que King Tao l'est également, et ce pour la première fois de l'année 2026. Dans cet épisode, nous allons revenir sur nos mentions honorables, donc les films qui étaient super chouettes, mais pas assez pour entrer dans le top 10 2025. D'ailleurs, mon top 10 2025 arrivera sous peu après la sortie de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Mais il ne sera pas sous forme d'épisode d'enfants du cinéma. Et donc, aujourd'hui, je suis avec King Tao. King Tao, point d'interrogation. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Oui, King Tao, point d'interrogation, parce que je me suis longtemps dit qu'est-ce qui me caractérisait. Vous savez que c'est le lien. Et la petite info, en fait, tu l'as, Jean-Baptiste LKT, qui veut dire Linking Tao. Linking Tao, qui veut dire le lien. Donc, ça veut dire Linking Tao, c'est-à-dire relier le Tao en bon français. Et je trouve que c'est bien parce que, comme vous savez que j'aime l'histoire et le lien. Donc, voilà, mon nouveau pseudonyme, c'est le lien, le King, le Tao, donc Linking Tao. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Ok, donc désormais, je t'appellerai Link King Tao. C'est un très joli pseudo que je découvre en même temps que vous. Voilà, Link King Tao avait gardé la surprise. Et donc, comment va s'organiser cet épisode? Dans un premier temps, je vais vous rappeler mes 15 mentions honorables, puisque chaque année, je fais un top 25 films, mais je considère que le vrai top, la crème de la crème, c'est ceux qui sont entre la 10e et la première position. Donc, pour mon top 25 films, en 25e position, il y a eu Falcon Express de Benoît Dafis et Jean-Christian Tassi. En 24e position, Roofman de Derek Cian France. En 23e position, On ira d'Enya Barou. En 22e position, Real Pain de Jesse Eisenberg. En 21e position, Neza 2 de Yang Yu. En 20e position, L'étranger de François Ozon. En 19e position, Downton Abbey 3, le grand final de Simon Curtis. En 18e position, Les Bad Guys 2 de Pierre Périfel. En 17e position, Striptease intégral. En 16e position, Nouvelle vague de Richard Linklater. En 15e position, Sirat d'Oliver Lax. En 14e position, Cassandre d'Hélène Merlin. En 13e position, The Phoenician Shem de Wes Anderson, et je suis content, j'ai réussi à dire le titre de ce film. En 12e position, Avatar de feu et de cendre de James Cameron, et en 11e position, Bugonia de Yorgos Lanthimos. Et moi, dans cet épisode, je ne vais revenir que sur 5 de ces mentions honorables, à savoir les films qui se trouvent donc dans ce top, mais dont je n'ai encore jamais parlé sur la chaîne. Et pourquoi 5? Parce que King Tao, ah non, Link King Tao, il va falloir que je m'habitue. Link King Tao, lui, ne possède que 5 mentions honorables avant son top 10. 5 points d'interrogation, il me semble qu'il y a un bonus, tu vas nous expliquer Link King Tao. Ça y est, j'y suis arrivé. Oui, oui, tous les films que j'ai pu mettre dans mon top 10 et les films dont je vais parler, les 5 mentions honorables, plus un donc 6, sont des films que j'ai vus uniquement au cinéma. Voilà, je dis toujours que ce sont des films, qui sont, uniquement au cinéma parce que comme j'en ai vu 209 et que j'ai dû faire un choix évidemment, vous le savez, c'est délicat autant pour le top que le flop, mais en tous les cas, ce sont des films et je tiens encore à préciser une troisième fois, je sais pas que je radote, c'est que c'est important pour moi, ce ne sont pas des films que j'ai vus à la télé ou que j'ai rattrapés. Voilà, parce que sinon, j'ai beaucoup plus de films que j'ai vus, l'année 2025 et donc pourquoi il y en a un en plus? Tout bêtement parce que c'est un film, quand je l'ai vu au cinéma, c'est un film que pas beaucoup de gens ont vu en fin de compte quand j'ai regardé les, Letterboxd et en fin de compte, c'est un film qui aurait pu avoir un 4, qui aurait pu avoir un 4 sur 5 et en fin de compte qui a eu un 3,5 mais qui dans mon cœur, comme Striptease intégral comme tu l'as dans tes mentions, c'est un film aussi en coup de cœur. Mais en tous les cas,
je voulais quand même en parler parce que c'était, très important pour moi. Donc je sais pas, est-ce que je commence déjà par celui-là et puis comme ça on déroule le reste ou tu as quelque chose d'autre à dire avant de commencer, Non, je n'ai rien à dire à part vas-y Linking Tao, quel est ce film bonus? Alors le film bonus en fait, qui a eu un 3,5, qui a failli avoir un 4 et qui est un coup de cœur, c'est Les Rêveurs. Les Rêveurs, réalisé par, Isabelle Carré, en fait, qui est adapté de son livre Les Rêveurs, parce que moi j'aime beaucoup Isabelle Carré. Pour la petite histoire, c'est qu'un jour on était allé voir, une avant-première, où elle jouait dedans, je crois que c'est Ici Plus et Affinité. Elle joue une femme dans un couple, il y a 2 couples qui se rencontrent, qu'ils ont des voisins et donc tous il y a une histoire, pendant une soirée. Mais ce film-là, on l'a vu en avant-première avec, mon papa et mon papa lui a dit: «Ah, c'est super votre film» et elle lui a répondu: «Merci» parce qu'elle était là. Bon, pour la petite aparté, mais en tous les cas, ce film-là, donc réalisé par Isabelle Carré et adapté de son propre roman, Les Rêveurs, en fait, je ne savais pas parce que je n'avais pas lu le livre avant d'avoir vu le film et j'ai appris, en fait, que quand elle était jeune, quand elle avait à peu près 13 ans, en fait, elle avait fait une tentative de suicide et c'est pas forcément pour la tentative de suicide que je suis allé voir le film, mais c'est surtout pour avoir le côté de l'once d'espoir, de la lumière, en fait, que je recherche encore plus aujourd'hui, en 2026 dans mes films et donc en fait, Les Rêveurs, c'est vraiment, cet espoir, cette lumière, malgré les problématiques, donc suite à son tentative de suicide, donc par médicament évidemment, parce qu'il faut savoir qu'elle avait une mère très fragile. Elle avait aussi, un frère, mais qu'elle n'a pas beaucoup connu quand elle était jeune, mais son père en fait, qui était, en fait homosexuel, mais qui le cachait à sa femme, à sa famille, mais il se le cachait pas à lui-même. Mais bon, il a quand même eu 2 enfants, mais donc c'était un peu particulier cette histoire-là. Ce film en fait m'a beaucoup fait réfléchir après coup parce qu'en fin de compte, je pensais fortement au film, de Giallo, alors que ça a pas rien à voir avec du Giallo, hein, le film, mais parce qu'il y a cette maison des années 70 qui est très colorée, qui a un rouge très profond. Il y a un passage avec un couloir très rouge qui rappelle, Suspiria. Vous savez à quel point j'aime ce film et JB aussi. Mais c'est Oui. vraiment cette partie-là de la maison, de l'appartement, de l'intérieur et le côté aussi de là où elle va vivre, toute, sa période d'enfance, de jeunesse dans cet, asile, hein, psychiatrique et ce film est très intéressant parce qu'en fait, bon, elle fait la narratrice et on la voit dans le film où elle revient plus tard, où elle, rencontre des jeunes qui sont un peu dans la même situation entre guillemets et qui, explique un peu son histoire et du coup en découle, une partie, du roman et une partie de la fiction. Donc c'est un film qui m'a beaucoup touché, autant parce que c'est elle qui l'a réalisé et qui a adapté son livre. Ça marche toujours, hein. J'ai l'exemple même de Oscar la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt que j'avais vu, qui avait écrit le livre et qui l'avait réalisé et c'est vrai qu'on retrouve ce côté encore dans la santé et il y a vraiment cet, état, d'esprit, de bon sens, de bons sentiments. Je dirais pas tout le film, parce que c'est pas le but, mais ce qui m'a beaucoup plu dans le film, en fait, et qui malheureusement n'est pas rentré dans mes mentions honorables et même dans mon top, parce qu'il n'a que 3,5, c'est que j'en voulais plus, en fait. Je suis resté sur ma faim parce que c'est un film où j'étais tellement pris dedans, j'étais tellement bouleversé dedans, qu'en fin de compte, je me suis dit: «Ah, s'il y avait encore un peu plus, si j'étais resté encore plus dans cette histoire, si j'étais émerveillé encore plus, bien sûr qu'il serait rentré». Mais le film est très bien en tant que tel. En gros, quand j'avais écrit mon letterbox, comme j'étais parti pour faire une phrase, maintenant je fais un peu plus de phrases parce que maintenant je mets plus systématiquement de notes. J'avais mis pour Les Rêveurs: «Ça fait mal quand on y pense» et ça fait mal quand on y pense de se dire que quand on se fait mal à soi-même, on fait mal aux autres. Quand on fait mal aux autres, on se fait mal à soi-même et que c'est pas facile, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident ni simple d'être gentil à soi-même. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça, hein, Jean-Baptiste. Tu l'as eu cette phrase que j'ai dit il y a pas longtemps. Je Mais c'est, comprends très bien. voilà. Mais en tous les cas, c'est vrai que ce film m'a permis de croire aussi en l'humain. En tous les cas, mon top de cette année avait du sens. C'était vraiment un top et ça va aussi dans ce sens-là, le film de rester dans ce côté de même si les propos sont durs, les thèmes, les sujets sont tristes, voilà, qui parlent de choses, très dramatiques, très tragiques. En tous les cas, il y a toujours une onde d'espoir, il y a toujours une lumière, il y a toujours un soleil et donc je trouve que c'est important et ce film-là ne déroge pas à la règle d'avoir ces 2 choses-là, d'avoir, malgré un côté tragique et triste, dramatique, il y a aussi cette lumière, cette once d'espoir et ça, je pense qu'on en a eu tous besoin en 2025 et ce film en fait partie et donc voilà, je vais pas rester longtemps sur le film, mais en tout cas, ouais, ce petit, bonus en fait, est un film quand même que je voulais en parler, malgré qu'il n'a pas atteint son 4 mais son 3,5. Mais s'il y en avait eu un peu plus, pour ma fin, il aurait eu un 4 sur 5, évidemment, hein, évidemment. OK, eh bien, merci beaucoup d'avoir parlé avec autant de cœur, de ce long métrage. Alors, moi, j'en avais entendu parler parce que tu m'en avais parlé. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir et c'est dommage parce que j'aime beaucoup aussi
Isabelle Carré, notamment en tant qu'actrice. Moi, je l'ai surtout connue en tant qu'actrice et je me souviens que la première fois que je l'ai vue jouer, c'était dans un long métrage intitulé «L'avion», que j'avais découvert grâce à mes grands-parents maternels et ensuite, je l'ai vue jouer, dans d'autres longs métrages et j'ai toujours apprécié sa douceur, mais également son courage qu'elle arrivait à très bien transmettre et d'ailleurs, en parlant de courage, je vais enchaîner du coup avec le film dont je souhaite parler en premier lieu, à savoir ma 23e position. On ira d'Enya Barou. Enya Barou, fille d'Olivier Barou. Olivier Barou, réalisateur des 4 premiers longs métrages Tuche et je peux vous dire que le premier film de sa fille n'a rien à voir avec Les Tuches, si ce n'est que dans Les Tuches, il y a Pierre Lotin et que dans On ira, il y a Pierre Lotin également, un acteur que j'aime de plus en plus. Je trouve qu'il fait de très bons choix de carrière et qu'en plus de ça, il joue bien. Et donc, On ira, qu'est-ce que ça nous raconte pour ceux ou celles qui ne connaisseraient pas ce film? Marie, 80 ans, en a ras-le-bol de sa maladie. Elle a un plan, partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Mais au moment de l'annoncer à Bruno, son fils irresponsable, et Anna, sa petite fille en crise d'ado, elle panique et invente un énorme mensonge. Prétextant un mystérieux héritage à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble. Complice involontaire de cette mascarade, Rudy, un aide-soignant tout juste rencontré la veille, va prendre le volant du vieux camping-car familial et conduire cette famille dans un voyage inattendu. Et alors, je peux comprendre que des personnes aient du mal vis-à-vis de l'existence de ce film, parce que certaines personnes partent du fait que s'il existe et qu'il a pu avoir à son casting notamment Pierre Lotin, Hélène Vincent, et qu'il a pu avoir un beau succès, c'est parce que c'est Enya Barou qui l'a réalisé. Enya Barou, c'est la fille d'Olivier Barou. Et donc forcément, quand tu es un Nepo Baby, c'est plus simple de faire du cinéma. Et je peux totalement comprendre ce point de vue d'énervement, un petit peu, mais force est de constater que Nepo Baby ou pas Nepo Baby, On ira, c'est vraiment très bien. Je suis allé le découvrir au cinéma. Je trouve que le sujet est particulièrement bien traité dans un film aux allures de feel-good movie, mais de feel-good movie très intelligent, c'est-à-dire que tu vas autant rire qu'être profondément ému, et ça notamment grâce au talent des acteurs et actrices. Hélène Vincent en tête, qui trouve ici probablement le rôle qui m'a le plus plu de sa carrière. Après, il faut dire que je ne connais pas sa carrière sur le bout des doigts. Il me manque encore certains longs métrages. Mais je trouve qu'on ressent cette bienveillance, ce courage à l'état pur. Il y a une émotion très pure qui parcourt ce long métrage au travers de tous les personnages. Pierre Lotin est très bon également. D'ailleurs, c'est marrant parce que je vais parler d'un autre film tout à l'heure où il y a Pierre Lotin. Mais ça m'a fait plaisir aussi de retrouver David Ayala dans ce rôle de père irresponsable, comme c'était dit, mais où dans cette irresponsabilité, il n'y a pas de méchanceté. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de méchanceté, même dans les jugements. C'est-à-dire qu'on comprend le point de vue de chacun face à une situation qui est évidemment difficile. Et je trouve que cet aspect difficile d'accepter est très bien porté par Juliette Gasquet également, une jeune actrice qu'on avait pu voir dans la série Fiasco auparavant, dans un rôle très humoristique. Et là, on est dans un rôle beaucoup plus sensible, voilà, sur cette jeune adolescente qui se cherche, qui passe à l'âge adulte, qui va pas forcément trouver refuge chez son père, puisqu'il est très tête en l'air, mais qui va trouver refuge, notamment avec le personnage de Rudy ou avec sa grand-mère. Mais voilà, c'est un film sur le partage des émotions pour mieux se comprendre, mieux comprendre les autres. Même si c'est en termes de mise en scène assez académique, je trouve que c'est continuellement efficace. Il y a de très jolies idées quand même, notamment celle autour du feu d'artifice à la fin. Et puis tout ce qui tourne autour de l'utilisation de la musique Voyage Voyage est très convaincant et offre son lot d'émotions. Ce que j'aime bien, c'est vraiment la façon dont le film arrive à parfaitement capter le flou qu'on peut ressentir dans nos émotions lors d'une situation pareille. Et c'est un film qui fait autant de bien que de mal, même si ça fait quand même peut-être un peu plus de bien. Mais voilà, je trouve que c'est un voyage auquel on peut tous prendre part, aux allures simples, comme je l'ai dit, dans la mise en scène, mais quand même avec plein de belles idées distillées par-ci, par-là, que ça soit dans la forme ou dans le fond, surtout, c'est surtout le fond qui prime. Mais je suis content que ce film existe et Enya Barou, Nepo Baby, a quand même prouvé
qu'elle arrivait à seulement, je sais plus quel âge elle a, Enya Barou, je vais vous dire quel âge elle a, c'est la chanson de l'âge, elle est nulle cette chanson, juste je comble. À seulement 34 ans, elle arrive quand même à traiter un sujet aussi difficile de main de maître. Je vous encourage vraiment à voir ce film et je ne me souviens plus si tu l'as vu, Kintao. Et oui, tout à fait, je l'ai vu et je veux juste mentionner qu'elle joue dans une série qui s'appelle Fleur Bleue. Je viens de vérifier, mais parce que bon, bah, je connais moins Anya Barou que d'autres. Mais je vais juste rebondir sur le fait que j'ai vu que tu avais aimé ma petite review sur Letterboxd, 3,5 et un cœur. Je vais juste la lire, comme ça au moins ça fera la transition aussi sur mon 15e, à moins que tu aies d'autres choses à dire après. Mais moi, ce que j'ai mis, c'est assez mélo, très drame, mais beaucoup d'intelligence. Tous les personnages ont en eux des problématiques et ils portent en eux des conflits. C'est ce qui fait le sel du film, le piment, le goût, la saveur. Même si parfois on est vite agacé par certaines situations, on sait aussi que ce n'est pas toujours simple, facile et évident. Je dirais, on fait ce qu'on peut. En tous les cas, il est clair que Enya Barou réalise un premier film éclatant, subtil, délicat, drôle et émouvant. Une réussite française en devenir. Bah écoute, je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire, même si moi, il y a pas de situation qui m'a agacé. Au contraire, je trouve que quand elles se veulent drôles, elles sont drôles et quand elles se veulent, plus dramatiques, plus stressantes, elles le sont aussi. Toujours de manière académique, mais efficace. En fait, c'est efficace, mais pas le côté efficace, brut. Le côté efficace dans la douceur et donc Mmh. bah, j'ai vraiment, beaucoup aimé. Je n'ai plus rien à dire, donc vas-y, tu peux passer, Pour la petite à, anecdote, oui, bien sûr, la petite anecdote, c'est que j'ai vu, 2 films ce jour-là, j'ai vu On ira à bicyclette. Donc en fait, quand tu fais la phrase, ça fait: «On ira à bicyclette». Voilà. ouais, c'est pas mal. Donc Alexandre a vu à bicyclette et c'était vraiment, sympa. ouais et donc moi, on va passer à mon top 15. Top 15 qui est une bataille après l'autre. En fait, c'est un film que j'ai vu avec Jean-Baptiste, qui m'a dit: «Surtout, attends-moi pour le voir!» Il avait pas cette C'est vrai. voix-là, mais il m'a dit: «Surtout, attends» Oh parce que presque, hein. voilà. Ouais, il a un peu la voix aiguë des fois quand il veut dire, ça, mais en tous les cas, on l'a vu ensemble. Je me souviens que bon, je partais un peu bon, c'est délicat. Bon, de toute façon, les films qui durent plus de 2 heures aujourd'hui, bon voilà, mais c'est pas la question. J'ai toujours dit: «Ce film-là, il faut le voir uniquement au cinéma. En première instance, faut le voir» première instance, on n'est pas dans on n'est pas en justice, on n'est pas avocat, mais en tout cas, il faut le voir une première fois en parce que c'est un film qui se prête. Il y a des films qui sont exclusivement au cinéma et ça, je le redis encore pour 2026. Pour moi, ce que j'ai mis en review, qui a pas très bien marché ma review, mais c'est pas grave, mais j'ai mis une guerre, une recherche, une traque sans fin. Parce qu'en fait, le film que j'ai quand même bien aimé, j'ai quand même beaucoup aimé, mais quand même moins que toi, mais c'est-à-dire que moi, je connais pas trop le cinéma de Paul Thomas Anderson. Je vais refaire la même chose que quand on avait parlé de Frankenstein de Guillermo del Toro. Je n'ai pas assez vu de films de cette personne. Mais je me dirais, si j'ai envie de voir de ces films, il faut que je mette 2h30, 2h45, 3 heures, un peu de mon temps pour voir des films, parce qu'il a rarement des films qui durent 1h30, hein, on va pas se mentir. Mais en tous les cas, pour une bataille après l'autre, j'étais content de le voir au cinéma parce que, comme je le redis, c'est un film à voir au cinéma exclusivement une première fois. Et contrairement à toi au début où tu t'es dit: «Ouh là là, vers où ça passe? Je sais pas trop». En fait, moi, je suis rentré comme ça, en fait. Je me suis pas posé la question, en fait. Je me suis dit: «Pour ce film-là», comme on m'avait un peu vanté les mérites, c'est le film qui refait l'Amérique, enfin, refait l'Amérique, dans le sens où c'est vrai que c'est quand même un pamphlet de ce qui se passe, voilà, depuis pas mal d'années, aux États-Unis sous Trump. Mais en tous les cas, on pourrait aussi parler de Eddington, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Mais en tout cas, grand film sur les États-Unis, oui, peut-être. En tout cas, pour moi, il n'est pas rentré dans mon top parce qu'il y a des passages où, malgré que je me suis pas ennuyé dans le film, j'ai pas vu passer les 2h, 42-47, mais c'est souvent dans ces films-là, c'est que je suis pas forcément sensible, pas au réalisateur, mais au film, de ce qu'il dégage. Il y a des moments qui sont amusants, oui, il y a un moment avec le code, il y a un moment avec ça, voilà, il y a des trucs qu'on retrouve dans la bande annonce qui sont amusants, mais c'est vrai qu'il a ce top 15 parce qu'au-dessus, il y a des films qui m'ont plus marqué. Alors évidemment, c'est un film qui est pas toujours, très joyeux, mais c'est pas le but de toute façon. J'admets qu'il y a un passage qui est sympa, il y en a qui aiment pas trop, mais moi j'ai plutôt bien aimé. Après, j'ai bien aimé, mais j'ai un peu eu la nausée à un moment donné sur la route là, hein, à la fin.
Donc ouais, parce que, ouais, il faut savoir que j'ai un peu la nausée, ça peut m'arriver et puis bon, c'est vrai qu'on tourne après à un moment donné vers la fin où je t'ai dit: «On aurait pu éviter de faire cette fin-là», mais en même temps, tu m'as dit aussi: «S'il y avait pas eu cette fin-là, il y aurait pas eu ce sens-là». Donc je comprends aussi, mais c'est vrai que comme je dirais pour Avatar 3, je suis pas forcément un bon client, en fait. C'est pas que le film est nul, c'est pas que je n'aime pas le réalisateur. La preuve, c'est pas que j'aime pas James Cameron pour la petite aparté, j'aime beaucoup Alien, le retour. Mais c'est surtout que pour Une bataille après l'autre, c'est pas un film qui m'a explosé en pleine figure. Tu vois? Il y a des films comme ça, c'est même pas une histoire d'attente, en fait, mais le propos est très bien, il y a une très bonne chose, mais c'est vrai que c'est même pas une le fait d'être sur la fin, c'est surtout que évidemment, je soutiens le film pour ce qu'il raconte, hein, évidemment, hein, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'arrive pas à m'accrocher, j'arrive pas à rentrer totalement dedans et je trouve que c'est bien que d'autres personnes à ma place, savent le faire, de s'accrocher dedans et de pouvoir le raconter, voilà, de façon, toujours bienveillante et respectueuse, hein, bien évidemment, mais qu'il y ait une mauvaise ou une bonne note, de toute façon, c'est peu importe la note à mon humble avis, mais en tout cas, voilà, c'est un film, moi, j'ai toujours dit, c'est pas dans mon top, mais c'est un film à voir au cinéma. C'est souvent ce que j'ai dit aux gens parce que j'avais pas grand chose à dire sur le film parce que en soi, entre le fait d'être moins sensible, le fait aussi, il y a certaines exigences, des autres aspirations aussi qui font qu'on change vite aussi dans sa manière de regarder les films et donc c'est vrai que pour ça, Une bataille après l'autre n'a que la 15e place, mais je dirais il a l'UPO d'être dans la 15e parce que Sirat n'est qu'en top 20. Donc ça montre que je le déteste pas tellement, mais que c'est une mention qui aurait pu, mais en même temps est quand même, en fin de peloton, tu vois? Donc c'est vrai que je pense que toi, tu en parleras le mieux, je veux dire, dans la note, parce que toi, tu l'as beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. Mais en tous les cas, Une bataille après l'autre, je le redis, à voir au cinéma. Bon, aujourd'hui, bon, c'est un peu compliqué, mais en tous les cas, oui, c'est un film à voir sur grand écran. Il y a pas de doute. Ça reste un grand film de cinéma, mais pour moi, la sensibilité n'était pas là et accrocher était, compliqué. Voilà, c'est juste pour ça, pour le Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. OK, en fait, c'est vachement intéressant ce que tu racontes parce qu'on pourrait croire que tu l'as détesté le film, mais pas du tout. En fait, j'ai un peu la même relation que tu as avec ce film, avec Le Parrain, moi. C'est-à-dire que Le Parrain de Francis Ford Coppola, je trouve que c'est un très bon film, mais j'y suis pas sensible. C'est-à-dire que j'arrive à reconnaître qu'il pouvait être dans le top 10 de l'année où il est sorti pour beaucoup de personnes, mais je suis pas sensible. Tu as vraiment dit le bon mot. Alors moi, je suis très sensible à Une bataille après l'autre. Je vais pas en parler là parce que je vais en parler dans mon top et rassurez-vous, il a une très bonne place. Mais je trouve ça, très intéressant cette dichotomie qui peut se créer en nous quand on est «forcé» entre guillemets de reconnaître l'excellence d'un film sans l'adorer. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu as soulevé et donc à moins que tu aies autre chose à dire, moi je peux passer du coup à mon autre mention honorable. Bah, non, non, non. Moi, je trouve que le mot sensible y va bien parce que c'est pour dire aussi que c'est qu'un avis personnel et qu'au fond, on s'en fiche de mon avis. Mais c'est juste que, voilà, il y a des réalisateurs, il y a des acteurs, il y a des actrices et il y a aussi des films dont on est moins sensible, on accroche moins. Bon, toi, le Parrain. Et je trouve que c'est intéressant aussi de mettre en parallèle la dichotomie de gens qui adorent le film comme un classique et les autres qui disent ah, c'est bizarre, je l'aime moins, mais je devrais mettre une bonne note parce que c'est un classique. Bah, c'est un peu ce Mmh. rapport-là qu'on a aussi et Le Parrain, je comprends, même si moi j'aime beaucoup le Parrain 1 pour la version française de Marlon Brando. Mais voilà, mais bref, mais en tous les cas, oui, je laisse la main pour, ton autre film. En tous les cas, oui, c'est vrai qu'Une bataille après l'autre, en tous les cas, très grand film pour toi et une très grande affiche pour toi aussi, voilà. Oui, c'est vrai que, Link Qingtao m'a offert, l'affiche en 3 éditions. Peut-être que j'en ferai gagner une, je ne sais pas, on verra. Mais ouais, cette notion de quand tu regardes un film, par exemple un classique, et que tu es en mode: «Non mais le film il est très bien» et du coup tu notes plus objectivement le film que subjectivement. Parce que moi C'est Le Parrain, ça. si je devais le noter subjectivement, je lui mettrais 6 sur 10, tu vois? Mmh mh. Mais objectivement, même si la notion d'objectivité est à remettre en cause beaucoup de fois selon moi, mais objectivement, je lui mets 8. Mmh mh. C'est assez drôle, hein. Moi, je suis beaucoup plus fan des délires fantasques de Francis Ford Coppola à la Coup de cœur ou à la Mégalopolis que ce qu'il a fait dans Le Parrain. Mais donc, moi, ma nouvelle mention honorable, eh bien, elle est 2 places en dessous de On ira qui était en 23e position. Celle-là, elle est en 21e position et c'est Neza 2 réalisé par Yang Yu Jiaozi. J'avais oublié de dire ça tout à l'heure. Et alors, Neza 2, c'est la suite de Neza 1 qui
L'aurait cru! Et voici le résumé. Foudroyés par un éclair céleste, Neza et Hao Bing survivent en devenant des esprits, mais risquent de se dissoudre avec le temps. Taï conçoit un plan pour retrouver leur forme humaine grâce au lotus précieux aux 7 couleurs. Pendant cette reconstruction, de nombreux défis apparaissent, mettant en doute l'avenir de Neza et Hao Bing. Et je vais vous lire également le résumé du premier Neza, comme ça l'histoire sera plus claire. Né avec des pouvoirs uniques, un garçon est formé pour combattre les démons et sauver la communauté qui le craint. Et c'était également réalisé par Yang Yu Jiaozi. Et donc, Neza 2, j'en ai entendu parler comme beaucoup parce que c'est encore actuellement le film le plus rentable de l'année 2025. Il est à plus de 2 milliards et une grosse partie de ses recettes a été enregistrée sur son territoire d'origine, à savoir la Chine. Et donc, j'ai regardé le premier Neza, que j'ai trouvé sympathique, mais on sentait certaines limites. Et alors, ce qui est passionnant avec Neza 2, qui est donc arrivé 6 ans après le premier, c'est que là, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Les Illustros, ça dure 2h23 minutes. C'est de l'animation, j'ai oublié de le préciser, mais de toute façon, avec les images que je vous passe, bah, vous avez très bien vu que c'était de l'animation. Et donc, ça dure 2h23 minutes. Et c'est d'une telle générosité dans la quête de ces personnages, dans son univers, dans ses séquences d'action, mais je pense que vous pouvez même pas imaginer sans avoir vu le film. C'est d'une telle générosité que ça en devient presque saoulant. Alors, j'ai adoré le film parce que moi j'adore quand les longs métrages sont généreux et bien faits, et c'est exactement le cas de Neza 2. Mais, alors je vais peut-être un peu spéculer parce que je me rappelle plus exactement, mais dans mon souvenir, le climax du film dure facilement 1 heure, et quand tu crois qu'ils peuvent pas te donner encore plus, ils vont te donner encore plus. Et quand tu crois que après t'avoir donné encore plus, ils ne peuvent pas te donner encore plus, ils vont te donner encore plus. En fait, c'est vraiment l'un des blockbusters, tout court, les plus dingues que j'ai vu de ma vie, que ça soit en termes de récit, mais également de visuel. Et c'est assez drôle, vraiment la relation que j'ai avec ce film, parce que j'ai pas spécialement envie de le revoir tout de suite. Parce qu'en fait, tu as tellement à manger que tu finis par avoir envie de vomir. Sauf que ce que tu as mangé, c'était quand même très très bon. Et donc, je ne peux qu'encourager cette démarche qu'a les blockbusters chinois en général. On pourrait citer Creation of the Gods, on pourrait citer de manière plus ancienne les Trois Royaumes de John Woo, à voir en version longue. Je pense que les blockbusters chinois, du moins ceux actuels, comme Creation of the Gods ou Neza 2, font ce que le cinéma américain ne fait plus ou n'a presque jamais fait, parce que j'ai pas souvenir d'un blockbuster américain, et Dieu sait qu'il y en a quand même des excellents, mais j'ai pas souvenir d'un blockbuster américain qui donnait autant à manger, cinématographiquement parlant, à son spectateur, à sa spectatrice, que les Creation of the Gods ou que Neza 2. Et en plus de ça, bah, l'univers est très intéressant à suivre. C'est vraiment très large. Il y a beaucoup à retenir. C'est assez exigeant quand même. Alors plus Neza 2 que Neza 1, mais c'est pas exigeant pour rien. On va pas te demander de te concentrer à fond et de te bouffer image cataclysmique sur image cataclysmique pour une finalité qui est en dents de scie, ou une finalité qui est pas si intéressante que ça. On va pas te complexifier quelque chose qui ne devrait pas l'être, comme à la Tenet de Christopher Nolan. Non, c'est toujours d'une gourmandise extrême, mais pour un résultat qui est satisfaisant, et au-delà d'être satisfaisant, il te donne ce dont tu as besoin. C'est-à-dire qu'il arrive à te donner ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Donc c'est très riche, c'est vraiment époustouflant de bout en bout. Je pense qu'il y en aura un troisième. J'ai très très hâte de voir ce qu'il va donner, parce que waouh, vraiment voyez-le. Voyez les deux Neza. Le premier est sympathique sans plus. Le deuxième, c'est un autre délire. Vraiment, c'est un grand film d'animation, un grand blockbuster qui est paradoxal, comme vous avez pu le sentir dans mon argumentaire. Voyez-le, vivez-le, c'est vraiment à vivre. Et donc voilà, j'ai fini. Et je crois que tu ne l'as pas vu, Neza 2, pour le coup, toi. Non, je l'ai pas vu parce que c'était pas un film, forcément dans tous les cinémas, mais c'est surtout un film dont tu m'as parlé énormément, énormément, énormément beaucoup, et je me souviens, tu m'as dit: «Punaise, c'est une claque ce film-là, j'ai vu le un, je vais voir le 2». Et donc je me souviens, ouais, que Neza 1, 2, ça a été quand même des gros bonbons pour toi, et ça a été des grands coups de cœur aussi, voilà. Et je trouve que c'est bien de montrer dans une mention aussi des films,
autre que français-américain, quand on le peut évidemment. Peut-être un jour j'aurai l'occasion de voir. En tous les cas, ce que j'ai pas dit aux Illustros et au Linking Tao, c'est que cette année, le cinéma n'est pas ma priorité. Je reviens à des choses un peu plus, on va dire terre à terre, dans le sens où je profite plus d'autres choses, un peu plus de musique, un peu plus de lecture, un peu plus d'écriture. Mais en tous les cas, continuons sur cette lancée de films qui est dans mon top 14. Top 14 qui s'appelle Put Your Soul on Your Hand and Walk, qui est un film malheureusement très triste, qui a été réalisé par Sepideh Farzi, qui est un documentaire, et avec une femme qui s'appelait malheureusement Fatma Assona, dite Fatem. Donc je vais vous lire un peu le synopsis, parce que bon, il y a eu pas mal de films qui ont surfer sur ce thème-là. Put Your Soul on Your Hand and Walk est ma réponse en tant que cinéaste au massacre en cours des Palestiniens. Un miracle a eu lieu lorsque j'ai rencontré Fatem Assona. Elle m'a prêté ses yeux pour voir Gaza, où elle résistait en documentant la guerre. Et moi, je suis devenu un lien entre elle et le reste du monde depuis sa prison de Gaza, comme elle le disait. Nous avons maintenu cette ligne de vie pendant plus de 200 jours. Les bouts de pixels et sons que l'on a échangés sont devenus le film que vous voyez. L'assassinat de Fatem le 16 avril 2025, suite à une attaque israélienne sur sa maison, en change à jamais le sens. Quand j'ai vu le film, on m'en avait parlé, il y avait un petit prospectus dans mon cinéma, mais c'est pas dans mon cinéma que j'ai vu le film, je suis allé autre part. Et donc quand j'ai vu le film, bon ben j'avais déjà vu d'autres films qui étaient pas très joyeux avant. Hein. Pour vous dire, je crois que j'avais vu Mukunga, celui qui soigne, le fameux chirurgien qui sauve des femmes. Et après j'ai dû voir Oui, Yes, le film israélien. Et donc du coup, ce jour-là, j'ai été farci de films pas très réjouissants. Mais je voulais quand même aller voir ce film. Et je me souviens, quand j'ai vu ce film, quand je suis sorti de la salle, parce que je disais, il y a eu beaucoup de films à cette époque-là qui sont sortis, que j'ai vu aussi, qui parlaient de Gaza, dont le dernier en date qui s'appelle La Voix de Indra Rajab. Mais en tout cas, celui que j'ai ressorti, c'est celui-là, avec comme review Un sourire en enfer au paradis. Un sourire en enfer, 3 petits points au paradis, avec 2 smileys, un cœur et une colombe pour la paix. Parce que, en fin de compte, ce qui m'a beaucoup touché dans ce film, au-delà de ce massacre et toutes ces choses ignobles, c'est surtout que je parlais de lumière dans Les Rêveurs, mais dans là, il y a vraiment une lumière, mais une lumière dans le sourire, dans le regard. À chaque fois qu'elle l'appelait par visio, c'était en vertical. Et des fois, c'était compliqué parce que on entendait mal, on n'entendait pas très bien parce que c'était loin. Et donc, elle devait aller quelque part pour arriver à avoir la connexion dans une ville détruite, en ruine. Et donc, c'était très, très particulier. C'était un documentaire très singulier en même temps. Et moi, jusqu'à la fin, ce que j'ai beaucoup aimé, oui, c'est ça. Et surtout, il y a un espèce de combat, de détermination, de motivation, même plus, et une rage de vivre pour cette personne qui vit et qui dans le film dit oui, oui, il y a des bombes, mais je suis content de te voir. C'est même pas tu es ma lumière, parce qu'en fait, elle est la lumière pour la réalisatrice, tu vois. Et donc, c'est marrant parce que ça inverse les rôles. C'est comme quelqu'un qui va peut-être mourir et l'autre va pleurer parce qu'elle sait qu'elle va mourir, et la personne qui va mourir dit il faut pas pleurer, il y a des choses à faire dans la vie, tu vois. Et c'est la personne qui est sur le lit de mort qui te dit de croire en tes rêves, tu vois. Et donc, il y a un inversement des rôles. Et dans ce film-là, il y a quelque chose comme ça. Et ce que j'ai appris dans Les Secrets de tournage, qui est important pour comprendre le film, c'est qu'au moment où ils ont donc réalisé le film, le monté et le montré à l'Acide, ACID, le festival Acide, elle est encore vivante. Mais comme j'ai dit, elle est décédée le 16 avril 2025 avec une frappe. Et en fait, tout le film a eu un bouleversement et un changement de résonance par rapport à ça. Ça a été le même cas, je peux faire un aparté, mais qui n'est pas du tout le même. Mais quand Viv Wenders a fait Pina, le film sur la chorégraphe et danseuse Pina Bausch, normalement, c'était un film qui était dédié pour elle, en tant que danseuse et chorégraphe. Mais en fin de compte, elle est morte avant que le film sorte. Et quand le film est sorti, ça a été dédié particulièrement à elle, mais de façon différente. Et donc là, c'est complètement aussi différent. Il y a un rapport différent avec cet échange. D'ailleurs, je disais, il y avait un moment où il y avait des pixels, le son un peu particulier, mais en fait, c'est tellement dans le film, c'est ce qui fait la force du film, qui fait qu'à un moment donné, bah, tu te rends plus compte qu'il y a ça. Et je trouve que le film met en lumière, c'est le cas de le dire, mais en lumière, pas forcément les atrocités, pas forcément le côté que tension qui est mal géré dans La Voix de Rajab, parce qu'il joue sur les sentiments, parce qu'on sait qu'elle va mourir. C'est un peu dommage, d'ailleurs, pour la réalisatrice qui avait fait Les Filles d'Olpha, que j'avais beaucoup aimé, qui avait gagné d'ailleurs le meilleur César du documentaire quand j'étais à la 49e cérémonie des Césars. Mais c'est vrai que pour Put Your Soul on Your Hand and Walk, c'est pas montré sur le côté dramatique, même si c'est très dramatique, très tragique. C'est surtout, c'est montré avec un regard, un sourire dans l'éternité de cette Fatma, dite Fatem. Et je trouve que c'est
énormément puissant. L'équivalent de son sourire, sans montrer les on entend les bruits des fois, mais on voit pas de destruction, on voit pas je veux dire, il y a peut-être des photos d'archives, des photos voilà, mais il y a pas forcément on monte pas, tu vois, ce moment à la télé, tout ça et donc c'est un peu comme le rapport au hors champ et je trouve que c'est encore plus puissant parce que bon, on voit tellement à la télé des choses, sur les infos continues, voilà, les massacres, les machins, les tueries, les ruines. Mais là, on va sur le côté de la lumière et du sens et en même temps, on te fait un espèce qui est un faux hors champ, parce que c'est pas un hors champ, mais sur, à chaque rencontre, à chaque moment où elle la revoit, via téléphone, via visio, tu as toujours le sourire, la pêche, malgré ça et c'est pour ça que je disais: «Un sourire en enfer au paradis» et au paradis autant en haut qu'en bas, dans son paradis à elle, qui est dans un enfer. Je trouve que c'est beau, c'est un film que je voulais voir et j'en ai vu quand même quelques-uns de films en rapport avec ce sujet-là, qui est jamais agréable, hein, à voir, hein, bien sûr. Mais en tous les cas, il était important pour moi de le mettre dans ce top parce que, vraiment, je trouve que, c'est peut-être le seul film, même s'il y en a un autre aussi, dont je ne parle pas là, qui a pas une note de 4 mais 3,5, mais voilà, qui interroge et qui est peut-être savamment et intelligemment fait, sans prendre les gens pour des concons, pour des bêtes et je trouve que c'est intéressant, tu vois? Comme un film d'animation, ne pas infantiliser les enfants. Bah, c'est Mmh. pareil. Donc je trouve que ce film est puissant, bien rythmé et vrai. Je trouve que c'est le but, hein, qu'on montre des choses qu'on voit pas, qu'on veut pas montrer, qu'on veut cacher, mais surtout que ça soit bien fait, même très bien fait et je trouve que, ouais, on joue pas sur la misère des gens et on joue pas sur les sentiments des gens aussi. C'est ça qui est dommage pour, La Voix du Rajab quand je l'ai vu. Mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose, d'immensément grand et c'est un film que j'ai eu plaisir, je ne devrais pas dire plaisir à voir, mais plaisir pour comprendre que oui, c'est vrai que de notre petite échelle, bah, on devrait quand même, un peu plus sourire quoi, hein, vu ce qui se passe, dans le monde et des autres gens qui le vivent. Donc voilà, ça remet aussi l'humain, au centre, des préoccupations et ça rend plus humble et plus modeste et je terminerai sur ça parce que c'est important, humilité et modestie. D'accord et bah, écoute, je n'ai pas vu ce long métrage, comme je n'ai pas vu La Voix de Yenn Rajab, mais il faut absolument que je les rattrape. Absolument, absolument, absolument et j'ai trouvé que tout ce que tu avais dit était très beau parce qu'en fait, on ressentait la beauté de ce film, de ce documentaire et comme tu l'as dit, cette, force de vivre, de continuer à vivre, de dire: «On est là, on existe et on a le droit d'exister» et donc Mmh. merci pour, toute ton analyse et tout ton ressenti sur, Put Your Soul in Your Hand and Walk, qui, je pense, n'est plus au cinéma, mais si vous avez l'occasion de le voir, moi, quand j'aurai l'occasion de le voir, je le verrai et donc si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le parce que c'est important. Ensuite, donc mon autre mention honorable, eh bien, c'est «L'étranger» en 20e position, réalisé par François Ozon, un réalisateur que j'aime bien, qu'on aime bien, puisqu'on a fait tout un épisode sur Été 85, qui est mon film de François Ozon préféré et qui, je pense, est un film de François Ozon qui a une bonne place dans le top des films de François Ozon par Link Qintao et donc «L'étranger», proposition radicale, proposition attendue, proposition crainte, donc adaptation de L'étranger d'Albert Camus. Je vais vous lire le synopsis. Alger 1938, Meursault, un jeune homme d'une trentaine d'années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau, puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès, vient perturber son quotidien en l'entraînant dans des histoires louches jusqu'à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb. Soleil de plomb! Bah oui, parce qu'il fait chaud dans le roman et il fait chaud dans ce film et je trouve ça super intéressant comment on va ressentir cette chaleur, mais sans qu'il y ait la couleur de cette chaleur puisque le tout est en noir et blanc. J'aime beaucoup l'absurdité de cette histoire, l'absurdité du personnage de Meursault, très bien interprété par Benjamin Voisin. Je comprends pourquoi il a choisi Benjamin Voisin. Déjà dans Été 85, il avait un côté magnétique et il réutilise ce côté magnétique dans une part beaucoup plus sombre dans L'étranger. Je trouve que ça fonctionne très bien. Pierre Lotin, encore une fois, est très bon. Rebecca Marder aussi. Il y a également Denis Lavant, ça fait plaisir de voir Denis Lavant. Il y a également Swan Arlo, qui a une scène, mais qui en une scène devient l'un des personnages les plus marquants du film. J'ai beaucoup aimé cette proposition. Je conçois qu'elle ait peut-être des défauts, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont on traitait le flou de L'étranger d'Albert Camus. Autant dans les visuels, il y a notamment
beaucoup de jeux de mise au point qui sont, très salvateurs. J'ai trouvé vraiment que c'était une proposition cinématographique qui avait du cachet, quoi. Vraiment, tu ressors, pas forcément avec des réponses, avec beaucoup de questions, mais n'était-ce pas le but? N'était-ce pas la meilleure manière d'adapter L'étranger d'Albert Camus? Qu'on ressorte avec beaucoup plus de questions que de réponses. Et donc c'est un film, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'y déceler de nouveaux points, j'ai envie d'y ouvrir de nouvelles portes. Et je trouve que c'est un travail vraiment très pro, très carré, mais en même temps qui laisse une sorte de bazar dans ta tête. Je trouve ça très appréciable et j'ai une affiche, très grande de la part de Link Qingtao. C'est un long métrage, je pense qu'il faut le voir, puis le revoir, puis le revoir, pour le revoir, pour constamment, comme je l'ai dit, y déceler de nouvelles choses et ouvrir de nouvelles portes. Et je me répète un peu beaucoup. Ça devient peut-être absurde ce que je dis, mais n'était-ce pas donc la meilleure manière de parler de L'étranger d'Albert Camus? Bref, j'adore ce film. Et est-ce que tu l'as vu, toi, Qingtao? Link Alors moi, Qingtao, pardon? je l'ai vu, je te laisse un répit de 2 semaines pour retrouver mon vrai prénom, Lin Qingtao, il y a pas de souci. Après, je te mettrai une amende, voilà. Mais oui, en fait, le film, je l'ai moins aimé que toi, mais je dirais que papa l'a plus aimé que moi et l'a aimé comme toi, tu vois, à peu près. En tout cas, pour moi, j'ai mis 3,5 avec un cœur. En fait, c'est même pas une histoire de rester sur ma faim, parce que, en fin de compte, moi, j'aime beaucoup Rebecca Marder, qui joue le rôle de Marie dans le film, que j'avais découvert dans De Grandes Espérances, d'ailleurs. J'avais mis dans Letterboxd, c'était ambitieux et audacieux, parce que je trouve que ce noir et blanc, qui est un espèce de noir et blanc, pense peut-être toi qui l'as vu dans France, il y avait un noir et blanc. Moi, j'ai beaucoup aimé la chaleur que tu parlais du soleil de plomb, mais surtout, il y avait un côté coloré dans ce noir et blanc. Je vais pas trop en parler parce que je vais passer à mon autre film, mais je vais juste rebondir sur l'été 85, star de la pub, évidemment. En fait, c'est surtout que dans mon souvenir, il commence le film, il arrive avec 2 policiers et il va sur l'échafaud à la fin avec 2 policiers. Et ça m'a fait penser avec Félix Lefebvre qui arrive avec 2 policiers au début du film. Donc c'est marrant, ça m'a fait penser à Benjamin Voisin qui se retrouve les mains liées, voilà, avec 2 policiers dans l'étranger, et dans un film de François Ozon, et Été 85 avec Philippe Lefebvre qui est avec les 2 mains, on va dire liées entre guillemets, et puis 2 policiers. C'est marrant parce que j'ai fait tout de suite le rapprochement et tout, et je trouve ça admirable, et je trouve que c'est vachement, en tout cas, même si le film, je l'ai pas autant aimé que toi, ça pose beaucoup de questions, un questionnement assez grand, mais c'est surtout, il commence le film par j'ai tué un arabe, et c'est comme ça que ça commence. Et il a expliqué, François Ozon, c'est pour que ça soit un côté plus moderne, que ça résonne avec l'actualité, et pas avec la fameuse phrase maman est morte aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Mais en tous les cas, oui, c'est un film à voir, à revoir, et je pense que comme tous les films de François Ozon, c'est des films qu'il faut voir quelques années après. En fait, c'est un film qu'il faut laisser mûrir et après qu'il faut refaire regermer. Et je trouve que oui, il y a toujours des bonnes propositions chez Ozon. François Ozon, si tu passes par là, bienvenue et bonjour dans Enfants du cinéma. Et ce que je trouve très intéressant, vraiment avec l'utilisation de ce noir et blanc, c'est que le soleil, dans ce film, transmet une telle chaleur que c'est comme s'il enlevait la couleur, tu vois? Mmh. Ça donne un côté absurde, encore une fois, dans la mise en scène, dans la photographie, dans la plastique. Moi, j'aime bien dire plastique pour parler, de visuel de long métrage et je suis entièrement d'accord avec, tout ce que tu viens de dire. De toute façon, François Ozon est un auteur assez marqué et marquant, donc forcément, il y a des thématiques et il y a des séquences, des simili-séquences qui peuvent revenir d'un film à l'autre, mais elles n'auront pas la même finalité. Bref, c'est une expérience, L'étranger. C'est vraiment une expérience. Plus qu'un film, c'est une expérience cinématographique. Voilà. Oui, oui, François Ozon est un auteur et un metteur en scène, hein, très, très grand. En tous les cas, on vous croit, et je passe sur le film On vous croit, qui est mon top 13 si je m'abuse, parce qu'après on va remonter le 12, le 11. Le 13e, On vous croit, de Charlotte de Villers et Arnaud Dufay. C'est un film belge. Et on dit coucou à Baptiste, voilà, qui nous Coucou écoute Baptiste! et qui aime écouter nos petites choses, et qui peut-être cette année aussi va participer peut-être à des petites choses aussi sur ta chaîne, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce film-là, je l'ai beaucoup aimé parce que il ne durait que 78 minutes.
Voilà. Non, je rigole, je rigole, je déconne. Non, en fait, c'est surtout que tu m'as fait prendre conscience, Jean-Baptiste, que c'est la manière, du filmage de ce film qui est vraiment impressionnante. Il y a pas grande technicité, je veux dire, il y a pas des grands sauts, des soubresauts, il y a pas tout ça, mais c'est la manière de la tension de ce film et j'ai vu dans les secrets de tournage qu'il a été fait avec 3 caméra, 55 minutes, ils sont vraiment pris comme ça et c'est vrai que c'est vraiment intense, c'est autant, les passages, parce qu'en fait, j'ai oublié de dire de quoi ça parlait, mais en tout cas, aujourd'hui, Alice se retrouve devant un juge et n'a pas le droit à l'erreur. Elle doit défendre ses enfants dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père? De leur peur peut-être aussi, avant qu'il ne soit trop tard? Parce qu'il est question d'un père avec l'inceste et tout ça, bon. Mais en tous les cas, le film est dramatique, bien sûr, mais c'est un film qui est vraiment intéressant dans sa mise en scène, dans sa manière de faire, de montrer les choses par rapport à ce système-là, parce que c'est vraiment ce passage-là, devant cette juge-là. Le film, a été fait avec, 3 caméras et en fait, ça filmait, tout le procès, c'est pas vraiment le procès, mais ça a été fait de façon continue et ce que je retiens de ce film-là, dans cette tension-là, c'est vraiment souvent c'est filmé, jamais tout seul, jamais une seule personne, mais c'est souvent 2 personnes. Ça veut dire l'avocat plus la personne, l'autre avocat plus l'autre personne. Il y a une autre personne aussi qui est un avocat autre, voilà, qui plaide pour les enfants. Mais je trouve que l'idée est vraiment, moi quand j'ai vu la bande annonce, ça m'a plu, encore plus quand j'ai vu que le film était pas très long, donc du coup ça m'a un peu plus «forcé» entre guillemets d'y aller et me dire que ça valait le coup. Moi ce que j'avais mis, pour On vous croit dans Letterboxd, c'est une mère à bout de nerfs. C'est vrai qu'à un moment donné, la mère elle commence à s'énerver et je peux comprendre tout à fait, tu vois? Bon après elle s'énerve pas comme, la mère dans Avatar, hein, quand même, hein, faut pas déconner. Je dis ça parce que voilà, entre la réalité et la fiction, il y a une différence. Mais en tout cas, On vous croit, c'est vraiment un espèce de cri d'alarme, cri d'alerte, un espèce de SOS, mais en même temps, c'est toujours une espèce d'espoir. Mais voilà, c'est la mère qui évoque ce qui se passe, le père qui nie tout. Voilà, on se retrouve dans cet échange-là, un peu un dialogue de sourds en fin de compte, qui à la fin, en fait, ben, on ne sait pas trop, mais en tous les cas, le but de ce film, c'est de montrer ces ressorts-là à l'intérieur d'une instance, d'une institution, judiciaire et surtout la «parole» entre guillemets, même si c'est pas les enfants qui parlent, mais la parole des enfants. Comme on dit toujours, la vérité sort toujours de la bouche des enfants et donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que ça inverse la dynamique, le rapport de force et c'est pas, qu'un film où, c'est 2 personnes qui se parlent, mais c'est les enfants dans le centre et ça, je trouve, c'est important et on a ça d'ailleurs dans Avatar 3 où j'ai beaucoup aimé le fait, petit aparté encore, sur les enfants qui ont une place plus importante, voilà. Donc voilà, On vous croit, un film qui est pas très long, qui doit plus être au cinéma, hein, depuis un moment, mais ça faisait partie des derniers films que j'avais vus au cinéma en novembre, donc c'était une belle surprise et j'ai quand même voulu le mettre, parce que j'aurais pu mettre, Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni, mais j'ai préféré mettre On vous croit parce qu'il y avait un peu plus de recul sur le film, donc voilà. Mais je crois que tu ne l'as pas vu, mais que tu m'en avais parlé. De toute façon, je l'ai dit au début, je crois, hein. Je ne l'ai pas vu. En fait, il y a énormément de films que je souhaitais voir en 2025 que j'ai ratés suite à des problèmes d'agenda. Surtout que certains de ces films, il faut que je me déplace à Paris et c'est pas toujours aisé avec mon agenda que je me déplace à Paris. Normalement, ça devrait plus le faire durant l'année 2026. Je prie parce qu'il y a beaucoup de films, je sais, qui vont pas être distribués vers chez moi, mais que à Paris et que je veux absolument voir. Mais donc, On vous croit, je sais que c'est un film important, il faut que je le voie. Beaucoup de gens en ont parlé, en bien, donc plus toi qui en parles en bien, je suis sûr que c'est très bien. Mais comme tu l'as dit, ça a l'air d'être un cri d'alarme qu'il faut mettre en lumière. Donc je te remercie de le mettre en lumière et je vais le rattraper incessamment sous peu. Mais il y a aussi dans un autre registre, ça n'a rien à voir, Alpha de Julia Ducournau que je veux absolument rattraper. C'est pour vous dire, je suis fan de Julia Ducournau, vraiment, 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 je n'ai pas pu voir Alpha parce que j'ai eu des soucis d'agenda. Il y a beaucoup de films que je vais rattraper durant 2026. Je vais sûrement vous en parler dans le petit podcast ou dans des épisodes Enfants du cinéma hors série. Mais bref, maintenant, passons du coup à mon autre mention honorable qui est en 14e position. Et on va en parler en même temps parce que, alors c'est pas la même position je crois, Non, mais tu l'as aussi, Cassandre d'Hélène Merlin. oui. Alors, de quoi ça parle? Été 1998, campagne. Cassandre a 14 ans. Dans le petit manoir familial, ses parents et son frère aîné remarquent que son corps a changé. Heureusement, Cassandre est passionnée de cheval et intègre pour les vacances un petit centre équestre où elle se fait adopter comme un animal étrange. Elle y découvre une autre normalité qu'il extrait petit à petit d'un corps familial qui l'engloutit. Et Cassandre, c'est
vachement bien. Dans un monde juste, il sera beaucoup nominé au César et il aura beaucoup de César. Déjà, donner un César à Billy Blin, qu'on avait pu voir dans Le règne animal, mais elle avait une plus petite place dans Le règne animal. Là, c'est elle qui porte le film. Et qu'est-ce qu'elle le porte bien, qu'est-ce qu'elle le porte avec force, parce que le sujet est quand même très costaud. Mais je trouve que c'est un film, comme beaucoup qui sont dans ce top 25 2025. Tiens, c'est marrant, top 25 2025. C'est un film qui est autant passionnant dans le fond que dans la forme. Il y a beaucoup de fois la mention d'orage dans ce film, et pour moi, c'est ça. On suit un orage familial, on a hâte qu'il se termine, et en même temps, on se demande comment il va se terminer. Il y a une tension qui règne, mais il y a également des séquences très poétiques avec une marionnette. J'essaye de pas trop en dévoiler, parce que je suis allé le voir sans trop savoir de quoi ça allait parler. J'avais une vague idée. Et j'ai été très surpris sur certains aspects du long métrage, très touchy, mais toujours très bien géré, très bien compté. Et c'est un film comme On vous croit, comme Put Your Soul in Your Hand and Walk. C'est un film qui est important, il faut le voir, dans la manière dont il déconstruit aussi le système de famille très riche et soi-disant très propre, très noble, dont il déconstruit le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle du frère. Comment ça se passe quand on est dans une famille aussi paradoxalement fracturée, parce que durant tout le film, on te donne l'impression que c'est une famille où tout va très bien, mais non, c'est une famille ultra hiérarchique et tout ne va pas très bien. Et il faut en parler, il faut le mettre en lumière, et ça le fait, tellement bien. En plus, c'est inspiré d'une histoire vraie, il me semble. C'est très puissant comme film, c'est très compliqué à regarder par certains instants, parce que voilà, on a envie de souffler, et parfois on arrive à souffler dans ces scènes poétiques avec les marionnettes. En même temps, on est triste. En même temps, on a le cœur serré face à ce que cache cette famille dans son manoir, mais c'est très bien réalisé, c'est très bien écrit, c'est très bien joué. Voyez-le. Voilà. Et avec Eric Ruff dans le rôle du père et Zabou Breitman dans le rôle de la mère. Voilà. Et du coup, tu l'as vu? Oui, c'est dans mon top 12. J'avais mis un très grand film dérangeant, perturbant et bouleversant, à voir absolument, avec 3 points d'exclamation. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, oui, Cassandre est tirée de la propre histoire de la réalisatrice Hélène Merlin. Elle a décidé de porter à l'écran ce qu'elle a subi à l'adolescence, puisqu'elle a été victime d'inceste. Et tout le sang dans ce film qui est vrai, qui est profond, qui est douloureux, qui fait mal. Et c'est un film, moi quand je l'ai vu, il y a beaucoup de scènes qui m'ont mis mal à l'aise, mais parce que c'était voulu par la réalisatrice pour montrer que la vérité elle est crue, que la vérité elle est comme elle est, et que des fois on aseptise des choses et que c'est pas forcément la meilleure chose, mais qu'il faut quand même s'en protéger. Et c'est aussi un moyen aussi de se préserver, d'entretenir aussi le bien entre guillemets, parce que ça peut nous arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Je parle autant de viol inceste que d'autres choses, hein. Et c'est vrai que ce film-là résonne évidemment avec des choses actuelles, ça reste intemporel, ça reste d'actualité. C'est un film qui est vraiment dans son temps, malgré qu'elle a voulu filmer ça dans une époque de mon année de naissance, en 98. On ressent, oui, c'est vrai, les marionnettes, il y a, tu disais, un côté où on reprend son souffle, on est triste, mais c'est une très grande importance aussi dans ces marionnettes aussi qui franchement aussi fait mal aussi. En fait, il y a pas vraiment de répit en fait. On est là, on absorbe et à la fin, je me rappelle quand les gens sont venus le voir au cinéma, parce qu'on l'a mis à notre cinéma, les gens sont sortis, ah ils disaient rien, hein. Oh là là, Mmh. c'était dur, hein. Ouais, ouais, parce que souvent les gens qui viennent voir des films dans mon cinéma, ils prennent comme ça, tu vois? Et après il faut que ça sorte. Après, pour petite anecdote, mais rien de grave, j'avais une personne avec qui j'avais donné un billet, elle était pas très joyeuse, elle était un peu froide, et quand elle a terminé le film, elle m'a dit: «Ouais, le film est pas terrible», mais je pense en fait c'est parce que, comme au début, elle était pas trop, voilà, donc elle voulait me dire ça. Après, j'ai envie de dire aux gens, c'est pas moi qui fais la programmation et il y a plein de gens qui sont contents d'avoir ce type de film. Donc voilà, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un cinéma, on propose ça, que ça fait que, un film égale le cinéma est pas bien. Non, ça veut strictement rien dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il en faut. Il en faut aussi des films qui dérangent, des films qui sont perturbants. Alors j'insiste bien, c'est pas des films d'horreur, hein, je parle des films, drames, hein. Mais c'est Bah, en vrai quelque sorte, c'est un film d'horreur, mais pas comme les films d'horreur que vous connaissez. ou C'est un alors c'est film un film. d'horreur réel. Ouais, Voilà. c'est un film d'horreur maquillé entre guillemets si on le veut comme ça. C'est comme, petit aparté vite fait, mais Une femme de ménage, pour moi, il y a des éléments un peu d'horreur dedans,
Mais pour moi, on est plus proche de Basic Instinct, oui, ça fait plus thriller érotique entre guillemets que thriller psycho. Je trouve pas trop le psycho, bon bref. Mais voilà, mais en tous les cas pour Cassandre, il y a plein de choses à aller chercher dans Cassandre, sur le mythe de Cassandre dans la mythologie. Je vois que le titre de travail s'appelait Cavale. Cavale, ça me fait aussi penser à la cavale avec en équitation avec les chevaux. Donc voilà, et on le dira jamais assez, mais bon, faut se protéger, préserver de tout ça. Mais c'est vrai que son petit coin de paradis, ne serait-ce qu'un petit moment où elle a un peu de répit. Je le dis avec beaucoup, 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 beaucoup de tendresse entre guillemets, c'est que c'est le moment où elle va faire du cheval. C'est là où elle retrouve un peu de quiétude. Mais bon, avec la famille qu'elle a aussi, c'est compliqué, voilà, avec les 2 parents. Le frère, moi, je pense que c'est une famille qui est pas très équilibrée. Bon, voilà, mais en tous les cas, oui, Billy Blind, si tu reçois quelque chose, tant mieux. Ce que je veux dire par rapport au César, c'est que ce soir a lieu aux États-Unis le Golden Globes. Voilà, je sais pas si c'était exprès que tu fasses un enregistrement ce jour-là, mais c'était assez amusant, le 11 janvier, jour du Golden Globes, c'était drôle. Non, c'était pas fait exprès, mais bref, Cassandre, c'est un film À d'horreur voir sur le absolument. silence. Mmh. C'est un film d'horreur sur le silence qu'enferment certaines maisons ou sur le bruit, comme vous préférez, les 2 marchent. Sur la tragédie de minimiser ce qui ne doit pas être minimisé. C'est très important de le voir. On le dit pour beaucoup de films durant cet épisode, mais c'est très important de le voir, de se tenir au courant de ce qui peut se passer parce que comme tu l'as dit, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à tout le monde, malheureusement, ce qui arrive à cette, jeune adolescente dans ce film. C'est sur un cancer familial qui ne cesse de se propager et comment on va arriver à le stopper. Et voir ce film peut peut-être, notamment, vous faire repérer des signes suspects chez certaines familles que vous connaissez et donc, par conséquent, vous permettre d'agir. Mmh. Voilà. Maintenant, tu peux passer à ton autre mention honorable. Et ben, ça sera la dernière mention qui est le top 11, qui est différente de Lola Doillon et c'est une comédie romantique qui ne dure pas si longtemps que ça parce que ça dure 1h40. Mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé ce film parce que c'est sans doute, le film qui n'a pas réussi à entrer dans le top. Mais si je devais mettre la première mention, c'est celle-là et évidemment à juste titre parce que c'est un film où je disais que du bien et je disais aux gens: «J'ai un film de santé qui est vraiment vrai» et d'ailleurs, j'ai vu passer des infos dessus sur Wikipédia que les associations l'ont montré, l'ont projeté. Donc pour dire que c'est un film qui combat les clichés, les stéréotypes de l'autisme. Parce que ce film français parle de l'autisme, mais du point de vue d'une femme. Mais souvent, l'autisme chez les femmes sont diagnostiqués trop tard. Et donc moi, ce que j'ai mis pour ma review, une autre façon de voir, l'autisme, sans ses clichés et ses stéréotypes, en l'occurrence celui des femmes. Un film aussi touchant qu'émouvant, une histoire à la fois percutante que saisissante, un beau film qui vaut vraiment le coup. En somme, une œuvre qui fait du bien et qui redonne foi en l'être humain. Et c'est ce que j'ai toujours cherché en 2025, d'avoir des films avec de la lumière, et je le redis encore, qui ont du sens, et encore plus en 2026, avoir un film où il y ait cet espoir, cette lumière, je le redis encore, est différente, vraiment un film qui est passionnant, vraiment, avec le cœur, je crois que sur le thème de la santé, parce que j'ai fait quand même un peu de santé, mais un film qui ne triche pas, qui ne ment pas sur la marchandise et qui parle d'un sujet que je connais peu, en fin de compte, mais dont je connais des gens qui sont atteints de ça plus ou moins, mais en tous les cas, l'autisme, je trouve c'est assez délicat d'en parler et de mettre en œuvre dans un film et d'adapter, cette partie-là un peu, pas ténébreuse, pas sombre, mais une partie qu'on connaît pas trop, un peu invisible, parce que toutes ces choses-là sont des mots MAUX invisibles et donc du coup, je trouve que c'est vraiment bien fait, moi, en tous les cas, celui-là, bon, je les invite à les voir, hein, comme toi, tu me dirais, va voir aussi les autres films que je parle dans les mentions, mais celui-là, vraiment, parce que je me rends compte qu'on peut être autiste, parce qu'on voit souvent l'autisme comme quelqu'un qui est un peu bébête, un peu bêta, alors que dans ce film, elle est différente, mais par le fait qu'elle a l'autisme, mais que ça lui touche pas du tout ses, fonctions cognitives, ses fonctions intellectuelles, pas du tout. Mais ça se ressent dans le rapport aux autres, le fait de stresser, de se dire qu'il y a ça, est-ce qu'ils veulent ça? Et donc il y a plein de questionnements qu'elle se pose et qu'on pourrait se poser, mais qu'en même temps, bah, comme on a si des gens n'ont pas l'autisme, bah, ils se posent moins la question, bien sûr, mais en tous les cas, ça montre avec justesse, finesse, subtilité, un rapport à la santé qu'on ne connaît pas et je trouve ça vachement bien fait et vachement bien.
Vraiment, c'est sans doute le film qui rentre pas dans mon top et que je pourrais parler, énormément, voilà. Mais différentes, vraiment, rien que quand je vois l'affiche, parce que le bas, c'est une comédie romantique, mais sous le prix de la comédie romantique, elle élève l'autisme, voilà. Donc, c'est l'autisme dans une comédie romantique, mais c'est pas que la comédie romantique. C'est ça qui est fou, en fait. Je vais juste terminer par ça, mais il y a un moment donné qui est assez amusant dans le film, comme, elle a un peu peur, elle est un peu timide et tout, mais timide, fausse timide en fin de compte. À un moment donné, elle ne répond plus au téléphone et elle revient au boulot et là, elle voit qu'il y a plus rien sur sa table et qu'il y a une jeune et elle dit: «Oh, oh, ils m'ont remplacé, ils m'ont remplacé» et en fait, quand après, un peu plus loin dans le film, quand elle parle avec, son manager, en fait, elle comprend, en fait, que non, elle a pas été remplacée, c'est juste une stagiaire, en fait et tu vois? Donc elle Mmh. s'est fait peur pour rien, tu vois? Et donc ça ne sert à rien, en fin de compte, de se mordre les sangs, mais pareil pour les gens qui ont pas d'autisme, mais on entend quelque chose, on voit quelqu'un faire ça, donc on se dit forcément: «Il veut ça ou il fait ça» et donc pour nous, on se dit: «Ah bah, il nous aime pas», tu vois? Et donc des fois, bah, c'est juste que tu es un peu dans les airs, tu fais d'autres choses des fois et en fait, on est tout de suite dans un jugement hâtif alors que c'est pas forcément ça, tu vois? Et il y a plein de quiproquos, de malentendus, de problèmes de communication et voilà, mais l'autisme montre encore plus ça. Voilà, exagère le propos, mais en tous les cas, c'est avec douceur et tendresse que ce film est merveilleux. Je dirais ça pour la fin et je trouve que ça en vaut la peine et c'est un film qui m'a quand même profondément marqué et bouleversé, quand je l'ai vu et malheureusement je l'ai pas revu parce que bon, bah, ça a été plutôt par Ténopé que je suis allé revoir, mais des différentes, j'aurais plaisir certainement à le revoir. C'est rare que je revoie des films différents, vraiment, ça a été une claque et une bonne claque, l'année dernière, vraiment. OK et bah, écoute, je le verrai avec plaisir parce que lui aussi, je l'ai raté, mais pour le coup, je l'ai raté parce que je n'en avais pas entendu parler. Donc c'est bien encore une fois, c'est-à-dire que les credos de cet épisode, c'est mettre en lumière des films qui sont importants et des films comportant de l'espoir, de la bienveillance, de la lumière. Mettre en lumière la lumière, c'est le credo principal de cet épisode et donc, je vais passer à ma dernière mention honorable, la 13e, à savoir The Phoenician Shame de Wes Anderson. Alors Wes Anderson, c'est compliqué en ce moment parce que beaucoup de personnes sont de moins en moins sensibles à son cinéma et je peux le comprendre. Moi, j'ai commencé à être moins sensible à son cinéma avec The French Dispatch. Ensuite, sur le moment, j'ai l'impression que je me suis forcé à beaucoup aimer Asteroid City. Maintenant, c'est juste un film que j'aime bien, mais auquel je ne suis pas forcément sensible. Ensuite, il y a eu sa collection de courts-métrages sur Netflix, qui était tantôt très bien, tantôt moins bien. Et puis, il y a eu The Phoenician Shame. Et quelle surprise! Quelle surprise, parce que j'ai retrouvé le Wes Anderson qui, au-delà de sa technique fabuleuse et passionnante, me parle en termes de sentiments. Ce film, c'est un grand film sur le pardon que je trouve sous ses airs de comédie, franchement sérieux, franchement émouvant, franchement efficace. Je trouve que, comme dans tous les Wes Anderson, l'intégralité du casting joue très bien, que visuellement c'est époustouflant, surtout qu'il va tenter quelques petites nouvelles choses en termes de mise en scène qui sont sympathiques. Mais voilà, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est ce fond avec cette thématique sur le pardon que je trouve très forte, que je trouve vraiment en symbiose parfaite avec les visuels, en symbiose parfaite avec le casting. J'ai enfin retrouvé le Wes Anderson qui, au-delà de me parler en termes de technique, me parle en termes de sentiments et ça me fait vraiment très plaisir. J'ai très hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Et puis j'ai vraiment envie de défendre ce film parce que beaucoup de personnes l'ont descendu, beaucoup de personnes l'ont vu de manière tronquée selon moi. C'est un film qui est beaucoup plus subtil, qui regorge de beaucoup plus d'aspects qu'on ne le pense et surtout ouais, cette thématique sur le pardon avec ce Benicio del Toro, vraiment, à fond dans le rôle, toute sa relation avec sa fille, c'est vraiment émouvant et c'est l'un des films qui me reste le plus en tête de l'année et surtout, c'est l'un des Wes Anderson qui me reste le plus en tête depuis longtemps. On ne peut pas vivre sans pardon, on ne peut pas mourir sans pardon. Telle est la thématique du film et je la trouve royalement menée, autant dans ces scènes de comédie que dans ces scènes plus touchantes, que dans ces scènes absurdes. Vraiment, Wes Anderson, tu es revenu sur le bon chemin. J'espère que tu vas pas le quitter. Voilà. Et il me semble que toi tu l'as vu et que t'as pas trop Oui aimé.
Non, quelle surprise! Je reprends te dire, quelle surprise! Que fut ma déception! Non, en fait, sincèrement, c'est pas dans mon flop, hein, vous rassurez-vous. En fait, je crois que comme beaucoup c'est même pas une histoire d'être tronqué pour moi, en fait, c'est que j'avais vu Asteroid City en avant-première, j'avais vu, en fait, je l'ai quitté, en fait, j'ai pas voulu voir French Dispatch à l'époque, mais je suis quand même allé voir, The Phoenician Scheme, mais, j'avais mis que je crois que j'ai ma dose de Wes Anderson parce qu'en fin de compte, je me suis tellement habitué à un cinéma, en fait, très carré, très cadré. Je crois que je suis plus sensible, je vais revenir à ça pour, pas blesser les gens. Non, plus sincèrement, c'est surtout que je suis plus sensible à, son L'île aux chiens. Pourtant, Monsieur Fantastic Fox et pourtant il y a un renard, pourtant je suis un peu moins fan. Pourtant, j'aime beaucoup la voix de Mathieu Amalric. Bon, c'est le Grand Budapest Hotel, mais c'est comme ça qu'on l'a découvert. Du coup, petite mention à Alexandre pour, The Grand Budapest Hotel, il comprendra pour le jeu de société. Mais en tous les cas, c'est vrai que ce film-là, en fait, c'est pas que j'en ai marre, j'ai pas dit que j'en ai marre, mais c'est vrai que je commence, à avoir assez de Wes Anderson pour l'instant et c'est vrai que le film est pas moche, n'est pas mal en soi. C'est juste que oui, en fait, je pense que ça fait de plus en plus avec certains réalisateurs qui sont connus, qui ont fait pas mal de films et il y a un moment donné où j'arrive et je me dis: «En fait, je suis plus sensible à son film et j'ai été sensible fut une autre fois avec un autre film, mais c'est pas le réalisateur le problème». Tu vois, c'est ça et ça le fait plus sur des réalisateurs qui sont assez connus, qui ont fait quand même pas mal de films et qui se sont un peu, ancrés dans leur thématique et tout ça et je trouve que c'est pas dommage, c'est juste que moi ça me rend, entre guillemets «insensible» mais je comprends tout à fait et je trouve super que tu aimes beaucoup. J'ai vu que tu avais mis 4 sur 5 sur, Fincher mais c'est vrai que ouais, Wes Anderson, je vais faire un petit régime, je pense, de toute façon, je pense pas qu'il va ressortir, autant de films que le faisait, mais Dupieux. ouais, Dupieux, ouais, tu vois? Moi, je finirais juste que voilà, je l'ai vu au cinéma, hein, donc voilà, mais j'ai pas accroché, c'est tout. Mais ça reste pour c'est pour ça, heureusement qu'il y a des films qu'on n'aime pas et d'autres qui aiment, hein, parce que je trouve que c'est le but aussi du cinéma aussi. C'est comme tu dis, c'est de créer aussi du débat, de l'échange, de la dichotomie aussi, de pas être d'accord et c'est ce qui forge aussi et de pas être tout à fait d'accord aussi avec le film, ça pousse à se poser des questions et je pense que toi aussi, tu vois aussi ce cinéma-là aussi, c'est pas forcément un film qui marche ou un film qui est bien, c'est toujours un film qui pose des questions. Tu vois? Moi, c'est ce qui s'était passé pour Tout sauf toi avec, Glenn Powell et Sydney Sweeney. C'était le Mmh. film, voilà, était sympa, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'avais quand même des questions à me poser dessus, tu vois? Donc c'est ça, quand un film, je sors et qu'après je me pose des questions, c'est le principal. Que je l'aime ou pas, je m'en fous. C'est ça le plus important pour moi aujourd'hui, c'est ça, quoi. Il a 2 sur 5, OK, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Tu vois? C'est moi, ça m'intéresse plus que dire: «Il a 5 sur 5, ah bah, du coup, j'ai rien à dire. Allez, salut, au revoir!» Voilà, c'est mettre en lumière, ces choses-là, voilà et donc je trouve que c'est mettre de la lumière dans la lumière, voilà. Je vois exactement ce dont tu veux parler, j'ai le même rapport que toi. Un film, je l'aime pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut en dire de ce qu'il nous dit. Quand un Mmh. film est bon ou mauvais, mais j'ai rien à dire sur ce qu'il me dit, ça m'ennuie, quoi. C'est peut-être un peu le cas avec Le Parrain. Non, mais en plus, Oui, oui, bien sûr, pour, ouais. pour le dernier Wes Anderson, moi, je trouve qu'il a parfaitement su récupérer toute l'esthétique qu'il avait travaillé dans ses courts métrages Netflix pour l'amener au cinéma, lui donner un aspect plus grandiose en partant dans des ailleurs. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas parti dans des ailleurs comme ça, il me semble, des ailleurs qui marchent, notamment en termes de renouvellement de forme. Voilà, pour tous ceux ou celles qui disent que Wes Anderson ne se renouvelle pas en termes de forme, je suis pas d'accord. Je trouve que vraiment dans The Phoenician Shame, il y a un renouvellement de forme et il y a enfin une thématique avec de l'émotion. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs Wes Anderson que j'ai vu dernièrement et je pense même que c'est l'un de mes préférés parce que son univers et ses personnages sont trop cool aussi. Mmh mh. Voilà. Mmh. Sur ce, bah écoutez, je pense qu'on a fini cet épisode Oui, oui, et je veux juste terminer, tu n'as vu que le Parrain 1, tu as pas vu le 2-3, c'est ça? je n'ai vu que le 1, mais je me suis acheté la trilogie pour quand même Ah! la découvrir. Bah, tu découvriras après avoir vu les 3 la trilogie La Marraine, qui est très bien aussi, qui est jouée par, je sais plus qui, mais en tous les cas, c'est une très bonne trilogie qui est en fait, Le Parrain mais version féminine, donc du coup, voilà, c'est Qui est bien. joué par, Josiane Balasco? Non, c'est un film américain, donc José Basco n'est pas dans la version peut-être française, un remake, mais américaine, Alors donc Josiane voilà. Balasca, c'est sa jumelle américaine. Ah! Ah, je enchanté. Sur ce, on espère que cet épisode d'Enfants du cinéma en série vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas à vous abonner
à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Il y a grand nombre d'autres épisodes Enfants du cinéma en série ou hors série qui existent sur cette chaîne. Ils sont tous regroupés en une magnifique playlist. Ils n'attendent que vous pour être écoutés. Sur ce, merci beaucoup Linkin Tao pour avoir participé à ce podcast. J'ai trouvé que tout ce que tu disais, c'était très intéressant et j'étais surtout trop content de re-enregistrer avec toi. Voilà, premier épisode Enfants du cinéma à deux de 2026 et on espère que Oui. l'année nous réservera de la lumière pour Enfants du cinéma à nous deux. Oui, surtout qu'on va vraiment commencer l'Enfant du cinéma comme vous le connaissez en février. On va choisir notre film dont on parlera courant février. Et surtout, comme c'est la première où je reviens en douceur, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2026, parce que j'ai oublié de le poser, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, j'ai été content, c'était avec plaisir, toujours ravi de faire un enregistrement avec toi. Et comme je l'ai dit, moi, je vais prioriser d'autres choses. Voilà, je reste quand même au courant, mais je réduis la cadence, hein, parce que 209 films au cinéma, voilà, c'était pas le but l'année dernière. Mais en tous les cas, voilà, de me ressourcer, de me recentrer vers d'autres choses qui sont liées de près, de loin au cinéma. Et en tout cas, voilà, je remercie donc Ulysse Connu Jean-Baptiste. Je remercie aussi les Illustros de regarder aussi nos vidéos et bientôt une petite surprise quand tu ne mentiras point aura 500 vues. Bon bref, je passe et je remercie les Linking Tao ou les futurs de suivre Enfants du cinéma qui va bientôt avoir 2 ans. Non, c'est combien d'années? Je sais même plus. Le 19 mai 2026, ça fera officiellement 2 ans que tu as véritablement rejoint Enfants du cinéma. Parce que avant, il y avait eu l'épisode sur le Koreeda, mais tu as véritablement rejoint Enfants du cinéma avec l'épisode sur le film Hiroshima. Voilà. Yeah, OK, OK, OK. Très bien. Peut-être on fera quelque chose pour les 2 ans. Je sais pas, j'ai rien de prévu. Moi, j'ai juste prévu un projet pour la deuxième partie de l'année, juin, juillet. À partir de là, voilà, je réserve et je ne tease pas non plus parce que c'est pas le but. Mais en tous les cas, je serais ravi de te retrouver en février pour un autre enregistrement, Enfants du cinéma, film à la pluie. Eh bien, je serais ravi également. Souhaitons que cette année 2026 soit plein de lumière pour, on dirait le début d'un discours de secte, mais ça me fait un peu rire. Soit plein de lumière pour toi, Linking Tao, pour moi, mais surtout Oui, pour vous la tous et vous lumière, toutes. oui, la lumière, Linkin Tao appelle au cosmos. Bref, on vous souhaite une très bonne année 2026. Moi, je l'ai déjà souhaité, mais je le re-souhaite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et sur ce, on s'en va côtoyer d'autres univers. Tous nos réseaux sont en description. N'hésitez pas à aller nous suivre dessus car nous sommes très présents, notamment sur Letterboxd. Salut! Salut!